Les premiers outils que nous allons découvrir lors de ce niveau praticien en PNL, ce sont le VACO et la calibration. C'est probablement les deux outils les plus importants de la formation en PNL que nous allons utiliser tout le temps à chaque exercice, que nous allons développer, affiner au cours des 2 ans de formation. Ils sont vraiment indispensables. Faire un exercice de PNL sans ces outils ne sert absolument à rien. Alors, le VACO, c'est nos 5 sens, tout simplement. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. C'est via ces 5 sens qu'on va pouvoir conscientiser ce que nous vivons, qu'on va pouvoir conscientiser comment nous fonctionnons et se rendre compte que finalement, ces stimuli extérieurs, que sont les images, les sons, les choses qu'on touche aussi, les odeurs, les saveurs, vont déclencher chez nous un tas de processus. Des processus de pensée, des comportements, des émotions, dont nous ne sommes pas toujours conscients et que nous ne contrôlons pas la plupart du temps. Et donc, toute une partie du travail de la PNL va être de conscientiser ces mécanismes, ces modes de fonctionnement, et de pouvoir modifier ceux qui ne vous conviennent pas, tout simplement. Alors, via le VACO, on va se rendre compte aussi que nous ne fonctionnons pas tous sur le même canal. Même si on parle la même langue, eh bien, suivant la priorité que vous allez donner aux stimuli extérieurs, que ce soit plus les sons, les sensations ou les images, vous allez avoir des façons de fonctionner totalement différentes. Donc, le monde que vous percevez va être très différent. Vous allez vivre dans un monde tout à fait différent si vous êtes visuel ou si vous êtes auditif ou kinesthésique, ce qui va faire que vous allez communiquer de façon totalement différente aussi. C'est pour ça que si vous mettez un visuel avec un auditif, ils ne se comprennent pas. C'est comme si vous mettez un russe et un chinois ensemble, ils ne se comprennent pas. Mais chacun peut apprendre la langue de l'autre. C'est ce que nous allons faire, c'est apprendre les 2 canaux de communication que nous n'utilisons pas naturellement. Quand vous ferez les exercices en position de guide, l'outil qui va vous servir le plus, ce sera évidemment la calibration. Puisque vous allez poser des questions à l'explorateur, votre objectif sera bien sûr d'expérimenter l'exercice qu'on vient de voir par rapport à la théorie, mais aussi d'aider l'explorateur à sortir d'une situation de problème qu'il a exposée avant l'exercice. Et donc, vous allez apprendre à décoder tout le langage non verbal, tous les messages que le corps de l'explorateur vous donne et qui vont vous aider à l'aider, à savoir, tiens, là, il y a quelque chose à creuser. Donc, je vais poser quelques questions, je vais affiner un petit peu, je vais pouvoir l'aider. Donc, on va apprendre à calibrer tout le langage non verbal, tout ce que le corps exprime. La calibration, c'est aussi les accès oculaires. C'est-à-dire que suivant la position des yeux, on va pouvoir dire la personne cherche une image, la personne se rappelle une chanson, ou la personne ressent quelque chose d'agréable ou de désagréable, suivant ce que le corps exprime. Donc ce sont tous ces messages non verbaux que vous allez apprendre à décoder. La communication, c'est évidemment quelque chose qu'on va développer en PNL. Communiquer avec soi-même et communiquer avec les autres. Donc réapprendre à avoir un passage, une communication entre le mental et le corps, reconnecter son corps et son mental, puisque nous vivons dans une société où on a appris à se couper complètement du ressenti, des émotions et à tout mentaliser. Ce qui fait que finalement, tous ces messages que notre corps nous donne, on ne les perçoit plus. Donc on va apprendre à communiquer avec nous-mêmes, à s'écouter, mais aussi à communiquer avec les autres, à décoder donc le non-verbal, comme je l'ai expliqué avec la calibration, et le verbal avec le métamodèle. On va apprendre aussi les limites. On va se rendre compte qu'il y a une bonne distance physique à avoir avec certaines personnes. Certaines personnes, pour être comprises ou avoir l'impression d'être entendues, vont avoir besoin qu'on en soit très proche, d'autres qu'on en soit plutôt éloigné. Il y a des comportements qui vont changer la donne.
Par exemple, un visuel a besoin d'être regardé dans les yeux, un auditif par contre a plus de mal à le supporter. Et ce sont tous ces petits comportements qui vont faire que la communication va passer ou pas, qui vont faire qu'avec telle personne, ça passe bien ou ça ne passe pas. Alors parfois on croit que c'est une question de caractère, on va mettre sur tous ces comportements des choses qui n'ont aucun sens. La personne ne me regarde pas parce qu'elle est fuyante, ou parce qu'elle ment, ou que sais-je. Non, la personne ne me regarde pas parce qu'elle est auditive. La personne me regarde parce qu'elle est visuelle. Ça n'a rien à voir avec le côté franc de la personne, avec le fait qu'elle mente ou pas, avec le fait qu'elle soit fuyante ou pas. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce sont juste des comportements que nous allons pouvoir ajuster. Tous ces outils vont nous aider aussi à mieux gérer les émotions. Ceux dont j'ai déjà parlé, c'est vrai que si on communique mieux, il y a forcément moins d'émotions gênantes, moins de colère, moins de rancœur, moins de tristesse. Mais il y a aussi des outils plus spécifiques pour travailler les émotions, comme le switch, l'index de computation, ou encore la bonne distance. Et un outil aussi très important, c'est les ancrages. On a déjà parlé du VACO et du fait que les stimuli extérieurs sont comme les boutons d'un clavier d'ordinateur sur lesquels on appuierait et qui viennent déclencher certaines choses et notamment des émotions. C'est ce qu'on appelle aussi des ancrages. C'est-à-dire que parfois vous entendez quelque chose, vous voyez quelque chose ou vous sentez quelque chose et automatiquement il y a une émotion qui arrive. C'est pas toujours conscient, c'est pas toujours gérable. Parfois il suffit d'entendre une phrase ou de voir quelque chose pour sentir vraiment la colère qui arrive ou au contraire la tristesse. Ces ancres, nous allons pouvoir les désactiver en PNL. Donc on va repérer les ancres émotionnelles qui vous créent problème, celles qui vous limitent. On va pouvoir les désactiver de façon à ce que vous puissiez de nouveau entendre, voir, sentir ces stimuli extérieurs sans que cela engendre de grosses émotions ingérables, sans même que cela engendre encore d'émotions du tout. Alors, je me rappelle d'une dame qui avait la phobie des ascenseurs et avec qui on avait travaillé ce week-end-là sur les ancrages. Ce qui l'arrangeait bien parce que le problème c'est qu'elle avait un cours au 4e étage quelques jours après et elle s'était cassé la jambe. Donc il était hors de question pour elle de monter 4 étages avec des béquilles. Or pour elle c'était ingérable émotionnellement de rentrer dans un ascenseur. On a fait cet exercice de désactivation d'encre et l'effet un petit peu comique, c'est que quand le cerveau a résolu un problème, bien souvent la personne ne se souvient même plus qu'il y avait un problème. Et quelques jours après, la personne qui a travaillé avec elle lui a téléphoné et lui a demandé alors comment ça s'est passé tes cours, tu as pris l'ascenseur? Et là la personne lui répond bah oui j'ai pris l'ascenseur évidemment, je l'ai pris, pourquoi je ne l'aurais pas pris? Et c'est au moment où elle le dit à cette personne qu'elle s'est rappelé que oui elle avait la phobie des ascenseurs et que maintenant elle ne l'avait plus. Et elle l'avait pris plusieurs fois sur la journée pour redescendre manger, etc. Et tout s'était bien passé et elle n'avait plus aucune peur. Donc voilà, c'est ce que la désactivation d'encre peut nous apporter. En dehors de désactiver des ancrages négatifs, on peut aussi activer des ancrages positifs. Donc, par exemple, on pourrait ancrer une ressource de bien-être, de calme ou de concentration. On peut ancrer n'importe quelle émotion. De la même manière qu'on peut ancrer toutes des émotions négatives, celles-là en général s'ancrent de façon inconsciente, on ne l'a pas choisi. On peut aussi ancrer des émotions positives, donc des ressources. Donc on peut décider, par exemple, j'ai un examen dans une semaine et j'aimerais être bien concentré ce jour-là. Eh bien, on va ancrer une ressource de concentration. Et quand la personne va toucher la partie du corps qui va activer, c'est comme si on appuyait sur le bouton de l'ordinateur, c'est pareil, elle va se sentir automatiquement concentrée. On pourrait ancrer du calme, on peut ancrer de la sérénité, on peut ancrer n'importe quelle ressource de cette manière-là.
Pour terminer ce niveau praticien PNL, je vais vous parler de l'objectif. L'objectif, c'est un outil clé également de la PNL et surtout de la modélisation, puisque en fin de deuxième année de praticien en PNL, vous avez un travail de modélisation à faire qui est basé sur un objectif à atteindre. Donc cet objectif, on va le travailler dès le premier niveau, on va travailler toutes les stratégies, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière l'objectif, on va apprendre à le définir correctement et surtout on va travailler toute la partie écologie de l'objectif. Quand on n'atteint pas un objectif, en général, ça veut dire qu'il n'est pas écologique pour nous. Il peut y avoir d'autres raisons, mais c'est la première chose que je vérifie quand quelqu'un vient en consultation. Je pense aux étudiants qui ont raté leurs examens, par exemple, ou quelqu'un qui a raté son permis de conduire, ce genre de choses. La première chose que je vais vérifier, c'est est-ce que c'est bien écologique pour la personne? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a plus d'avantages à réussir ou à échouer? Et nous terminerons donc cette année de praticien en PNL par un petit rituel de fin d'année, par une certification.